L'ingénieur Dust avait prétendu qu'un certain individu serait en mesure de m'instruire sur les vertus créatrices de l'âme. Son projet de changer le monde en créant un artiste artificiel avait eu de quoi me faire sourire, initialement. C'était avant que je creuse en profondeur le potentiel d'une œuvre sur la mère société qui l'enfante. C'était avant que je réalise que toutes les conventions humaines découlent toujours d'une œuvre maîtresse. Et alors qu'il me semblait que nous étions proches de nous extraire de la nature, du commun des mortels, vers un champ d'artificialité, je me suis retrouvé, sans le comprendre, à approcher la nature primale de l'homme plus encore que je ne l'avais jamais escompté au cours de mes longues et nombreuses recherches. Le protégé de l'ingénieur Dust avait des idées étranges, il est vrai, mais le monde a besoin d'idées étranges pour changer. Ah mais qu'est-ce que vous foutez? Où est l'hyacinthe? Impossible de la déloger de la crevasse où je l'ai trouvée. Non mais vous avez dû vous gourer, ça pousse pas en cavité les hyacinthes. Oui, et moi je vous dis que je sais ce que j'ai vu, hein. Admettons, vous comptez faire quoi avec votre déo? Un lance-flamme, pardi. La nature, c'est pas vraiment votre truc à vous, je me trompe? C'est pas pour rien que je milite pour qu'on distingue science de la nature et science dure. Mais on ne peut pas continuer à travailler sur les arts narratifs et remettre à plus tard la botanique. Non. Mylan Dust a commis une méprise sur mon compte en me considérant comme un logicien de la narration. Nom d'une vinaigrette fertile. Mais qu'est-ce que vous foutez là alors? La même chose que vous, scientifico, la même chose que vous. Je cherche des réponses. Ouais, c'est notre loi tous. Mais vous aviez l'air plus éclairé que ça quand vous me parliez de la technicité artistique, monsieur Pleasant. Des mots creux pour un savoir qui n'est pas fait pour être atteint. Voyez bien que je compatis. La physique quantique est dans le même cas de figure. Le voyage du héros impose plus de rigueur que de liberté, en vérité. Il devient vite une cage existentielle dès qu'on croit avoir compris ce dont il s'agit. Voilà qui doit être une frustration constante, mon ami. Seulement tant qu'on refuse d'y voir de la magie. Ce que vous dites n'a aucun sens, je dois dire. Parce que malgré votre approche scientifique du monde, au demeurant très louable, vous ne voyez encore le monde que tel que vous le regardez. Le monde réel, si tant est qu'il existe une telle chose, est infiniment multiple. Vous ne m'en voudrez pas de demander des preuves. Et vous ne m'en voudrez pas de vous répondre que je ne saurais honnêtement en produire aucune. Oui, mais à condition que vous me permettiez de ranger votre théorie parmi les autres élucubrations. Ce que je dis n'est pas la vérité. C'est une des explications les plus satisfaisantes que j'ai pour expliquer le phénomène monde. Ah. Donnez-moi le temps d'y appliquer le fidèle rasoir de mes confrères. Ils joueront en ma faveur. La simplicité n'entre pas en ligne de compte quand on n'a pas de théorie concurrente à opposer. Mais soit. Reprenons où nous en étions avant que vous m'envoyiez à cueillette de l'hyacinthe. Pourquoi tu passais simple d'un coup? Oui, pardon, oui. Moi aussi j'ai senti en le disant. Bon, disons un mot sur les actes. Non mais pourquoi nécessairement les actes pour commencer? C'est une convention. On en dénombre 3 par habitude, mais il y a des modèles qui les font en 6, en 8, en 12, en 24, en 96. Enfin non, pas 96, mais voilà, en beaucoup. Mais quelle utilité de déterminer des actes alors? C'est un découpage qui nous vient naturellement et spontanément dès qu'on cherche à appliquer une grille de lecture standard à une histoire, ou à une œuvre en général, puisque ça marche aussi avec la musique, par exemple. Très bien, très bien. Mon carnet. Et ces actes sont... La présentation, l'aventure, la résolution. Pour résumer ça de manière putassière et succincte. D'accord, mais pourquoi ne pas mettre plusieurs actes dans ce que vous appelez l'aventure, par exemple? Parce que vous n'opéreriez que des variations de dynamique sur un même modèle. Ah non, vous recommencez avec vos termes incompréhensibles. Ok, alors disons que la plupart du temps, quand on cherche à mettre plus de 3 actes, en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute aux 3 fondamentaux ce qu'on appelle des étapes. Plusieurs étapes font un acte, et plusieurs actes font une histoire. Bravo. L'étape est un peu comme un quark et l'acte comme une cellule. C'est correct, oui. Maintenant, un mot sur les archétypes. Et là aussi, pourquoi des archétypes obligatoirement? Pareil, c'est une convention. C'est dû au fait qu'on a remarqué que dans toutes les histoires, de toutes les époques et de toutes les civilisations, il y avait certains types de personnages qui revenaient plus fréquemment que d'autres. Attendez. Un archétype est donc un personnage récurrent? Un type de personnage. Oui, comme pour les actes, c'est naturel de placer des archétypes quand on fabrique des histoires. Très bien. À quoi servent-ils? De manière inconsciente, à nous fournir des repères familiers dans une fiction qui ne nous l'est pas. Vous êtes en train de me dire que toutes les histoires qu'on nous sert contiennent les mêmes personnages, à chaque fois? Si les gens à l'ingénierie n'avaient pas une once de créativité... Vous trouvez pas que c'est un peu du jambon de Bayonne?
ce serait le cas. Fort heureusement, les archétypes sont plutôt traités comme des idées reçues que l'on attend et que l'on connaît, consciemment ou non. C'est un moyen de créer de l'originalité et de la surprise quand on sait comment ils fonctionnent, parce que, comme dans tous les domaines du monde, la plus riche inventivité se forge dans les profondeurs du savoir. Et quels sont-ils, s'il vous plaît? Impossible de tous les dénombrer. Chaque localité a son lot spécifique d'archétypes. Ah ben c'est sûr, c'est facile comme ça, hein. Bon, ok. Parmi les plus récurrents, on peut citer le messager, le mentor, le gardien, le trickster, Ok. l'élixir et l'ombre. Leur fonction. Pour le messager, le mentor, le gardien et l'ombre. J'arrive à me faire une image. Mais le trickster et l'élixir? Le trickster, j'en ai déjà pas mal causé à l'époque où j'étais à la cour des salles obscures. Quant à l'élixir, on voit ça plus tard, hein? Ouais, poursuivons alors. Vous m'avez mentionné le terme de seuil. Encore une fois, qu'est-ce que c'est que qui que quoi? Pardon. Détendez-vous aussi, hein, je sors d'une période pas facile. Cette définition, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Un seuil, c'est... En gros, c'est ce qui relie les actes entre eux. Waouh! Plus imprécis que ça, je meurs! Bon bah vous l'aurez voulu. Le seuil de l'acte 1 est le plus marqué de tous, en grande partie parce que c'est celui qui nous fait entrer dans l'aventure au sens technique de l'histoire. Attendez, quand vous dites aventure, c'est... Non, on verra plus tard ça aussi. Ben oui, mais il faut bien que je m'occupe de Bob aussi. Il se trouve à la fin de l'acte 1. Dans le modèle standard, il a même une étape qui lui est dédiée et se déclenche après la préparation du protagoniste dans ce qu'on appelle son monde ordinaire, à savoir le mode de vie dans lequel il se trouve avant qu'il lui arrive une merde. D'accord. Et s'il ne lui arrive pas de merde à notre héros? Bah c'est pas une histoire. Techniquement, c'est pas une histoire. C'est pour ça que ça n'existe pas. Ok. Et le seuil de l'acte 2? Si on reste sur un modèle très standard, on peut en déterminer un aux 3/4 de l'acte 2, soit les 2/3 de l'histoire générale. À vous entendre, je crois comprendre qu'il y en a plusieurs. Bah en fait, sur le modèle de base, il n'y en a pas. N'empêche que la dynamique de passage qu'on avait rencontrée à la fin de l'acte 1 est de nouveau employée ici, quelque peu différemment. Le seuil de l'acte 2 marque la fin des épreuves du protagoniste. C'est le moment où il arrête d'en baver et qu'il entre en possession de ce qu'il était venu chercher lors de son départ à l'acte 1. C'est le moment où l'histoire a atteint le fond du gouffre et que, bim badaboum, elle se prépare à aller casser des culs. C'est très philosophique. Vous savez qu'il fut un temps où scientifique et philosophe étaient la même chose. N'essayez pas de détourner mon attention. Le seuil de l'acte 3. On pourrait en déterminer un au premier tiers de l'acte en question. Le moment où le protagoniste arrête d'enchaîner les victoires et se retrouve confronté à ce qu'on appelle l'ombre ou antagoniste. C'est pas la même chose, mais la place des deux est très discutée. Normalement, en milieu d'acte 3, c'est plutôt à l'ombre qu'on a affaire. Mais moi le premier, par exemple, je la case pas par ici, mon ombre. Vous vous détournez de la justesse technique? Honte à vous! Shame on you! Le but de chaque modèle, c'est d'arriver à en sortir. Sinon, à peu de choses près, on produirait tous les mêmes œuvres. Comment peut-on apprendre à étudier si bien une technique si le but de cette technique est de n'être pas respecté? Et c'est là que ça devient magique. L'idée, c'est de connaître suffisamment la technique pour savoir quand, où et comment on l'en déborde. Parce qu'une œuvre qui ne dépasserait nulle part de son modèle technique et froid ne serait pas une œuvre, mais un document technique. Autrement dit, nous n'aurions plus affaire à une œuvre, mais à un produit. Autant faire n'importe quoi sans s'encombrer de la technique alors. Tout au contraire. L'idée d'avoir une base de données de structure très fournie, c'est de parvenir à faire la sienne propre, qui nous soit intime et personnelle, pour qu'on puisse y injecter notre patte. On n'apprend pas pour reproduire à la perfection, on apprend pour inventer quelque chose de nouveau. Mais avant d'inventer quelque chose de nouveau, il faut emmagasiner un maximum de données sur ce qui a été fait en amont. Et sur comment ça a été fait. Le comment aussi, ça compte. Exactement, j'aurais pas dit mieux. Mais revenons sur le terme d'aventure, si vous voulez bien. À votre service. Ce que l'on désigne par le terme d'aventure, ça correspond à la problématique principale du protagoniste. Celle qu'on met le plus en avant et qui va être traitée tout le long de Et l'histoire. si notre protagoniste est un casanier qui souffre d'agoraphobie? Faire attention avec les définitions prémâchées qu'on appose sur des termes métaphoriques. L'aventure, dans une histoire, ça peut se passer dans votre salon alors que vous commencez dans votre chambre. Ou inversement. L'aventure n'est aventure que mise en relation avec le contexte dans lequel elle prend place. Et surtout, l'aventure indique une problématique, pas un endroit. Ça, c'est le terme de monde extraordinaire qui l'englobe. Mais si l'on fabrique au hasard, sans savoir à l'avance ce qui va se passer, Bah, un bon technicien de la narration se démerdera toujours pour retomber sur ses pattes, mais ouais, en général, c'est pas top, quoi. Donc on ne peut pas traiter une partie d'échec par une structure narrative. Non. Enfin, si, vous allez pouvoir démarquer des actes, des étapes, tout ça, mais une fois la partie terminée, quoi. Mais avant...
Non. Puis en plus, quel intérêt de faire ça? Non. Pourquoi? Nom d'un romain britannique. On va dire que vous vous comprenez sans doute, hein? Si fait. Qu'est-ce donc que l'aventure vis-à-vis des actes? Bon, c'est facile, c'est tout ce qui est traité frontalement dans l'acte 2. Généralement, on a plusieurs péripéties dans l'acte 2, mais en fait, elles découlent toutes d'un thème plus général. Et c'est ce thème général qui est ce qu'on appelle l'aventure. C'est la forme que prend le destin quand il vient bousculer le monde ordinaire du protagoniste dans l'acte 1, contre laquelle le protagoniste va opposer inévitablement une résistance et qu'il va tout aussi inévitablement finir par traiter. Donc pas d'aventure en acte 3. Si, bien sûr, puisque l'aventure n'est terminée que lorsque l'histoire est terminée. Mais en acte 3, l'aventure a une forme différente de celle qu'on lui a vu prendre précédemment. C'est un mix qui soit resserre les enjeux à l'échelle individuelle, soit au contraire les extrapole à la communauté. Dans tous les cas, c'est la proportion inverse de ce qui avait cours ouvertement en acte 2. L'aventure est donc le propos de l'histoire qu'on nous raconte, si je vous suis. Pas exactement, ce serait plutôt la surface du propos, vous voyez? La surface. Oui, le problème qu'on vous annonce dans le synopsis. Le truc que vous savez que vous allez voir avant de regarder le film ou de lire le livre. C'est donc un mensonge! Ça rentre dans le cadre du contrat qu'un artiste passe tacitement avec ses récipiendaires. Mais encore? Disons que c'est le propos qui nous est livré quand on garde une grille de lecture très basique et très élémentaire de l'histoire. Mais une histoire ne parle jamais uniquement de ce dont elle a l'air de parler. Et vous m'étonnez que j'y comprenne jamais rien! Les types ils disent pas de quoi ils parlent aussi! Ma foi! Vous vous doutez qu'avec les ressources tant humaines que matérielles que nécessite la production d'une œuvre, les gens qui les fabriquent ne se limitent pas à raconter qu'une seule chose. Le reste du propos est tacite, non par duplicité, enfin pas en général, mais par souci de clarté et que ce soit pas indigeste. Même si des fois ça l'est quand même, on va pas se le cacher. Mais où est le vrai propos de l'histoire? Ah mais c'est là que vous vous plantez à chaque fois. Je fais des efforts, je vous signale, hein. Il n'y a pas un vrai propos, il y en a une multiplicité qui coexistent ensemble. Comme dans une partition musicale, avec du contrepoint. Ouais, voilà. Mais même en science, c'est pareil, hein. Il y a plusieurs vérités qui coexistent chacune dans leur acception exclusive. Cette compréhension-là, on pourrait dire que c'est votre élixir à vous, hein. Mais quel élixir, c'est quoi? C'est le but apparent du protagoniste, ce qu'il a pour objectif quand il part à l'aventure. Est-ce que ça peut être une pierre incandescente? C'est même pas nécessairement matériel, ça peut être la compréhension de quelque chose, faire le deuil par exemple, ou trouver l'amour. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui manque au protagoniste dans son état initial, qui sert à le compléter et à le renforcer afin qu'il puisse aller affronter l'acte 3. Et ça peut être le sens de la vie? D'un point de vue technique, je dirais plutôt que c'est le sens de la mort. Ambiance feel good. Parce que d'un point de vue technique, la prise de l'élixir suit immédiatement une autre étape qu'on appelle celle de l'épreuve suprême, où le protagoniste meurt symboliquement, ou littéralement. Ça marche si vous avez un univers où on ressuscite, ou si vous faites un transfert de protagoniste. Enfin, c'est compliqué, mais l'idée c'est d'être aux prises avec l'énergie de la mort. L'élixir est donc ce qui donne du sens à tout ce qui traverse le protagoniste avant de l'atteindre. Excelsium! Mais l'élixir peut être quelque chose d'empoisonné si on a affaire à un créateur un peu joueur. Et ce n'est plus l'élixir du coup? En effet, dans ce cas-là, l'élixir du protagoniste va être de comprendre que le but qu'il recherchait est jugé négativement. Ouais, tout ça est bel et bon, tout ça est bel et bon. Mais du coup, sur votre structure là, où est-ce que vous le placez, votre élixir empoisonné? Parce que vous ne pouvez pas le placer au même endroit qu'un élixir sain, on est d'accord quand même. On le place à l'étape précédente, du coup. Ah, À l'épreuve suprême. ouais. D'accord. Oh, vous avez raison. Et le climax? Oula! Compliqué à expliquer ça, hein? Ça dépend beaucoup de ce que vous avez mis en place avant, du coup. Moi je sais. C'est dans l'acte 3, juste avant la fin de l'histoire. Oui, ça, de toute façon, c'est la dernière bataille que le protagoniste mène. Mais il y a plein de façons de le mettre en place. Globalement, on fait la distinction entre ceux qui se résolvent en un seul point très intense et ceux qui répartissent la charge en plusieurs points rapprochés mais séparés. C'est souvent le cas quand on a une histoire avec beaucoup de protagonistes, par exemple. Si vous ne réglez votre climax qu'en un seul point, vous vous démerdez pour fédérer tout ce beau monde autour d'une seule cause commune et d'intérêt quasi universel. Si vous traitez votre climax en plusieurs points, à ce moment-là, vous divisez la charge en autant de points qu'il y a de protagonistes. Un peu comme l'orgasme, oui.
Dans tous les cas, il en faut un pour que ça s'arrête. La métaphore est éculée, mais j'applaudis des deux couilles. Le climax est ce qui révèle et ce qui bouleverse. Pourquoi nécessairement qu'il bouleverse? Pareil, c'est une convention. Tout comme la prise de l'élixir est la récompense du protagoniste, le climax est un peu la récompense du récipiendaire qui a suivi votre récit jusqu'au bout. Ah, merci de l'astuce. Je vais me contenter de ne lire que des fins de bouquins maintenant. Ça marchera pas si vous faites ça. La récompense du climax ne peut fonctionner à son plein potentiel que si vous jouez le jeu pendant tout le temps de la préparation. Si vous sautez directement à l'étape du climax, son impact sera essentiellement nul. Peut-on dire qu'il est le sens de la vie? En opposition avec l'élixir qui était le sens de la mort? C'est pas con. C'est pas con. Et hop! Trophée débloqué pour Scientifico! Le climax est la réponse du destin au protagoniste qui a surmonté la mort. C'est ce qui justifie que le reste du récit perdure encore après la fin de l'histoire. Mais c'est alors que l'on se demande, qu'est-ce qu'une histoire? Un agencement mécanique, vous l'avez suffisamment répété. C'est une vision assez pauvre et chagrine de la chose quand on sait ce que c'est que de jouer au jeu de la création. Bah peut-être, mais si c'est juste, c'est tout ce qui compte. Un point de vue que j'apprécie à titre personnel, mais je conçois que tout le monde n'ait pas cette appétence pour l'aspect technique de la création. Une histoire n'est que la vision du monde par un créateur, voilà. N'en déplaise aux maniaques du contrôle, c'est souvent plus que cela. Vous commencez à me taper sur le système avec vos contradictions systématiques. En réalité, il est extrêmement rare qu'une œuvre n'échappe pas au contrôle de son créateur. Ouais, la faute à l'inconscient et toutes ces conneries encore. Une œuvre est ce que nous avons de plus approchant de ce qu'on appelle communément la magie. Mais attendez, votre histoire de modèle là, c'est juste l'histoire d'un enfant qui grandit. Bingo! C'est pour ça que toutes les histoires sont toujours faites pour eux. Toujours. Vous voulez des réponses? Cherchez du côté des enfants. Mais je n'ai aucun enfant. Cherchez dans l'amour dans ce cas. Les enfants ne s'en tiennent jamais loin bien longtemps. Vous voulez créer l'artiste ultime? Étudiez l'amour, Scientifico. Étudiez l'amour.